Merci à toutes et tous d'être venus à cette masterclass. Donc pour ma part, je m'appelle Thomas Cazor, je suis chargé de mission chez BPI France sur le suivi du plan Startup et PME industriel. Concrètement, mon métier, c'est de suivre chez BPI France tous nos dispositifs, que ce soit au niveau de l'investissement, du financement, de l'accompagnement, des aides à l'export, tout ce que peut proposer BPI France sur la thématique des startups industrielles. Et en parallèle, j'opère un observatoire qui vise à suivre cette population des startups industrielles, suivre leurs projets d'inauguration d'usines, de levée de fonds, et on a intégré dedans également le suivi des PME et ETI industrielles. Peut-être juste avant de commencer, qui parmi vous est au sein d'une startup industrielle ou d'une PME ou d'une ETI industrielle? Si vous pouvez juste lever la main pour avoir une petite idée. OK. Qui parmi vous pourrait être amené à financer ou investir dans des startups industrielles? Vous savez avec qui échanger. Qui parmi vous est plutôt pour accompagner des startups, des PME industrielles? Parfait. Qui est dans des grands groupes? Top. Qui est étudiant et curieux d'être ici aujourd'hui? J'ai dû à peu près faire le tour. En tout cas, bienvenue à cette table, à cette masterclass. Donc l'objectif, ça va être de vous présenter la troisième édition qu'on a réalisée de cet observatoire. L'observatoire que je vais vous présenter, c'est le bilan de l'année 2024. Je vais essayer de vous présenter aussi quelques chiffres actualisés sur le premier semestre 2025. Cette étude, on l'a publiée en mars 2025, cette année. Peut-être juste avant de commencer sur cette étude, d'où vient, quelle est la genèse de ce plan Startup et PME industriel? Pour le présenter, j'aime bien commencer au plan Deep Tech. Le plan Deep Tech, c'est un plan qui a été lancé en 2019. L'objectif, c'était de faire levier sur la recherche française, d'encourager les entrepreneurs à se rapprocher des chercheurs pour créer des entreprises, d'encourager les chercheurs à créer des entreprises. Et une partie de ces entreprises Deep Tech, à peu près la moitié, sont industrielles. À peu près au même moment, fin 2019, on a eu la crise du Covid, qui a donné naissance au plan France 2030 en 2020. France 2030, c'était un plan de soutien à l'industrie française qui, par la suite, a donné naissance à France 2030, qui est un plan d'investissement massif dans l'industrie doté de 54 milliards. Et on arrive, en 2022, au plan Startup et PME industriel qui a été lancé. En fait, c'est 3 ans après le lancement du plan Deep Tech. Et c'est que ces startups Deep Tech, au sein des laboratoires de recherche, ont commencé à avoir un produit qui était industrialisable. Ils ont eu des enjeux de monter des usines pour passer à l'échelle. Et il y avait très peu de dispositifs pour financer et accompagner ces entreprises. Donc la genèse du plan au démarrage était pour créer des outils pour financer l'industrialisation de ces projets-là. Ensuite, en 2023, il y a eu un élargissement de ce plan. L'objectif est d'accompagner toutes les startups et PME industrielles, comme son nom l'indique, et donc une volonté de s'élargir aux innovations incrémentales. Par là, on entend les projets qui ne sont pas forcément issus d'un laboratoire de recherche, qui n'ont pas forcément une tech extrêmement forte, mais qui ont quand même un projet avec une innovation de business model incrémental, potentiellement un peu plus low-tech. Et l'objectif, c'est d'accompagner, d'être outillé pour accompagner tout le scope de ces projets industriels. Et ces dernières années, on continue à renforcer. Si vous assistez à différents événements côté BPI France, le coq bleu, la French Fab, c'est vraiment quelque chose que notre directeur général porte très fortement. Et donc, on se renforce, on continue sur ces sujets industriels. Dernière slide, un peu de contexte. Quand on parle de notre plan industrie chez BPI France, il a 3 piliers. Ils ne sont pas classés, il n'y a pas d'ordre spécifique, mais le premier qui va être d'accompagner les PME et ETI industriels dans leur transformation. En fait, les PME et les ETI, c'est les clients historiques de BPI France. C'est une majorité de nos clients qui sont des PME et ETI industriels. L'enjeu maintenant, c'est comment les accompagner davantage pour financer l'innovation au sein de ces PME et ETI industriels. Historiquement, on accompagne davantage avec des produits bancaires classiques ces entreprises et on accompagne avec des produits d'innovation, plutôt les startups. L'enjeu, c'est comment adresser ces PME et ETI avec nos produits qu'on peut avoir au sein de l'innovation. Un autre pilier de ce plan, c'est d'accompagner le passage à l'échelle, de soutenir les grandes cathédrales industrielles. Vous avez sûrement entendu parler de Vercor, d'ACC, de Prologium. C'est vraiment ces grands projets industriels à plusieurs milliards d'euros, donc pour avoir des leaders dans leur secteur qu'on souhaite accompagner. Et le troisième pilier dont on va davantage parler ensemble ce matin, qui est de soutenir les startups industrielles, leur passage à l'échelle, et notamment avec un objectif fort d'arriver à 100 nouvelles usines par an sur cette cible-là.
Et donc maintenant, on arrive sur notre observatoire qu'on a publié du coup en fin d'année dernière. On a référencé côté BPI France 3200 startups à vocation industrielle. Pour le réaliser, notre méthodologie, tout simplement, dans un premier temps, ça a été de définir une définition à ce qu'on va entendre par startup. Alors je dis startup industrielle, mais si on était précis, on dit startup à vocation industrielle. Et dedans, on va entendre toutes les entreprises qui potentiellement pourraient produire un produit en série. Donc je le répète, c'est toutes les entreprises qui potentiellement pourraient produire un produit en série. Donc on va intégrer dedans toutes les entreprises comme une biotech qui vont développer des médicaments. On sait que dans un premier temps, ils vont être en phase de R&D, que la plupart du temps, ces entreprises vont par la suite probablement développer une licence de leurs produits. Certains vont sous-traiter la production et d'autres vont décider d'investir dans des moyens de production. L'enjeu, c'est vraiment de suivre toutes ces entreprises qui, du coup, pourraient ouvrir des usines. On a besoin de ce vivier d'entreprises pour demain avoir des projets industriels sur le territoire. Et donc, celles qui vont faire des licences, on mettra ça dans des startups industrielles de modèle licence. Celles qui vont décider de sous-traiter leur production, c'est ce qu'on va appeler les startups industrielles fabless. Et celles qui vont décider d'investir dans des moyens de production, ce sera nos startups industrielles, entre guillemets, pure souche. Quand on parle de cet observatoire, donc en fait, il n'y avait pas d'outils pour suivre cette population, suivre ces entrepreneurs sur la thématique industrielle. Donc avec le lancement de ce plan, on a, chez BPI France, on s'est outillé de cet observatoire qu'on alimente chaque année. Donc aujourd'hui, Big, le discours, c'est la vérité. Donc on est totalement transparent sur cet observatoire qui monte en compétences. L'objectif, on cherche une exhaustivité du suivi de ces entreprises. Mais chaque année, on se renforce. Donc, cette année, on est arrivé à 3200 startups à vocation industrielle qu'on est capable d'identifier. L'année dernière, on en avait référencé 2500. Ce n'est pas qu'il y en a eu 700 de plus qui se sont créés en 2024. C'est tout simplement qu'on a été capable d'identifier davantage d'entreprises qui se sont créées en 2023, en 2022. Au total, on a rajouté plus de 1000 entreprises dans l'observatoire. On en a également retiré. On en a retiré 400 parce que certaines de ces startups industrielles ne vont pas réussir à se maintenir. Certaines vont fermer, certaines sont rentrées en liquidation judiciaire. Donc tout ça pour dire que cet observatoire, là on commence à se rapprocher de l'exhaustivité, être capable de suivre l'intégralité des startups industrielles créées avant 2024 à peu près. Mais chaque année, on va en identifier de plus en plus et donc on s'appuie sur nos réseaux locaux pour identifier ces entreprises, on s'appuie sur une veille, on s'appuie sur toutes les entreprises qui se candidatent à notre dispositif. D'ailleurs, dans ces 3200 startups à vocation industrielle, on cherche l'exhaustivité. Ce n'est pas que des clients BPI France, on est vraiment sur l'ensemble des entreprises qu'on a été capable d'identifier sur la thématique industrielle. Quand vous voyez la répartition des âges, vous pouvez voir qu'il y a des startups industrielles qui ont plus de 15 ans d'existence. On n'a pas de limite d'âge quand on parle de startups industrielles au niveau de l'État, au niveau de BPI France. On a des entreprises qui peuvent, au bout de 15 ans, toujours être dans une courbe d'investissement, toujours être à la recherche de leur modèle de rentabilité. En fait, c'est tant qu'on va être dans ces critères-là, une courbe un peu en J, d'investissement massif et pas forcément de rentabilité, on est une start-up industrielle. Et finalement, lorsqu'on va arriver à être une entreprise qui a trouvé sa rentabilité, qui va revenir sur un modèle d'investissement un peu plus linéaire, et on va rentrer davantage dans ce qu'on va appeler les PME industrielles. Il y a une zone grise, il y a une zone au milieu, qui n'est pas toujours évidente. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de start-up et PME industrielles. Et vous allez voir que la plupart des dispositifs que BPI France peut proposer pour cette thèse-là marchent aussi bien pour des start-up que pour des PME. Si on regarde le portrait robot de ces entreprises, on se rend compte qu'il y en a un tiers, donc 1 sur 3, qui sont des deep tech. Donc comme je le disais, des entreprises qui ont un lien avec la recherche. Il y en a 50% qui sont des green tech. Donc les green tech, c'est des entreprises qui répondent à l'un des axes de la taxonomie européenne, qui vont être des entreprises autour de la décarbonation dans la mobilité, autour de la captation carbone, autour de l'industrie verte. Il va y avoir un certain nombre de thématiques différentes qu'on va retrouver dedans. Et on en a à peu près 19% qui sont des French Care, donc des entreprises autour de la santé, donc les biotech, les medtech. Donc c'est vraiment à peu près 1600 entreprises green tech. Et quand on dit des deep tech, ça se croise. On a des deep tech, green tech industriels. C'est pas il y a un tiers de deep tech, 50% de green tech, 20% de French Care. Ça ne s'additionne pas. Mais ça vous donne
la typologie de ces entreprises qu'on retrouve dedans. Ce que vous voyez aussi avec la carte de France sur la droite de cet écran, c'est que les 3/4 de ces entreprises se situent hors Île-de-France. Donc on est bien sur un plan qui est dans nos régions. Ce serait quasiment l'inverse si on faisait la carte sur les startups du digital. Donc on est bien un plan qui va sur l'ensemble de nos territoires et qui ne touche pas forcément que l'Île-de-France. Je vais m'arrêter un peu plus longtemps sur cette slide que je trouve intéressante pour comprendre qu'est-ce qu'on met totalement dans ce scope des startups industrielles. On a référencé 7 segments. Alors, ils ne sont pas idéaux. L'objectif, c'était de réussir à avoir des segments à peu près uniformes des entreprises qui sont dans cet observatoire. Donc, on a une première catégorie qu'on met autour de l'industrie verte. Alors, comme je viens de vous le dire, il y a 50% de nos startups industrielles qui sont des green tech. Donc, la plupart de nos projets vont être beaucoup autour de l'industrie verte. Mais ce qu'on a mis dans cette catégorie spécifique où on répartit les entreprises dans l'industrie verte, c'est les entreprises qui vont être autour de la chimie verte, du recyclage, de nouveaux métaux biosourcés. C'est toutes ces entreprises qui visent finalement à décarboner l'industrie lourde en quelque sorte, qui vont permettre d'avoir cette industrie verte au niveau des procédés. Si on peut citer les 3 exemples qu'on a sur cette slide, par exemple Calixia, on est sur de la chimie verte. Je vais vulgariser, mais vous savez quand vous avez dans vos machines à laver des pastilles de lave-vaisselle, autour vous avez un petit emballage plastique. Donc déjà là-dessus, il y a une entreprise qui s'appelle Lactips qui propose de remplacer ces microplastiques par une alternative à base de protéines de lait. Donc ça va être ce qu'on va mettre dans la chimie verte. Calixia, ça va être encore à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez l'huile liquide et ce liquide, pour avoir ses principes actifs, vous avez des micro-capsules de plastique. Eux, ils ont une alternative pour remplacer ces micro-capsules de plastique. Materup, on est sur des matériaux bas carbone pour la construction. Microfit, on va être autour des algues, pareil de la chimie verte pour décarboner notre industrie. Comme je le disais, il y a ensuite beaucoup de projets autour de la santé. Donc dans la santé, on a les biotech, les medtech. Une des medtech entre guillemets iconiques en France, quand on parle des medtech qui se développent, on a CoreWave. CoreWave, ça va être un dispositif de pompe cardiaque qu'on peut mettre sur les cœurs pour éviter d'avoir à faire des greffes de cœur. Amolyt Pharma, qui est une de nos grandes entreprises sur le développement de médicaments. Ensuite, en autre catégorie, on va avoir tous les produits autour des biens de consommation et d'équipement. Donc dedans, on va trouver davantage ces projets moins deep tech, du mobilier, des cosmétiques, des produits de consommation courante, de mode. Quelques exemples que vous pouvez voir dans votre quotidien aujourd'hui. De Vialet qui fait des enceintes. Si vous allez à la Fnac, vous pouvez voir leurs enceintes. 900 Care qui fait beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux, qui font les alternatives, qui font des cosmétiques sans eau, avec des principes actifs différents. Y-Brush qui fait une brosse à dents très innovante qui permet d'avoir un brossage beaucoup plus innovant. Encore une autre catégorie, et pour vraiment l'objectif, je m'attarde sur cette slide pour donner vraiment un aperçu de tout ce qu'on retrouve dans cet observatoire. Moi, c'est ma passion au quotidien de voir tous ces projets, de voir toutes ces idées qui se développent en France pour décarboner notre industrie, mieux vivre demain à tous les niveaux. Donc, 4e catégorie, tout ce qu'on va voir autour de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Donc, bien évidemment, il y a le développement de nouveaux dispositifs d'alimentation. Il va y avoir aussi tout ce qui va être autour de l'agritech, donc des nouveaux tracteurs pour notre agriculture. Donc là, pareil, quelques exemples. Swap, c'est anciennement Umiami, c'est une alternative à la viande carnée. Avant, donc eux, ce qu'ils développent, c'est du poulet sans poulet, en quelque sorte. Innovafeed, c'est tout ce qui va être autour des insectes. Donc pareil, c'est avoir de la protéine moins carbonée. Algama, c'est autour des algues. Donc une fois de plus, c'est avoir une protéine, cette fois-ci, pas issue d'animaux. Et une fois de plus, avoir des process plus décarbonés sur l'alimentation. Ensuite, une autre catégorie autour de l'industrie 4.0 électronique. Une fois de plus, un peu comme l'industrie verte, la plupart de ces projets d'usines qu'on va voir vont être aussi 4.0, vont être très digitalisés. Là, ce qu'on a mis dans cette catégorie, c'est des entreprises qui vont participer à outiller ces usines 4.0. Ces usines qui vont avoir des procédés de robotisation, des procédés d'automatisation plus innovants. Et aussi des projets autour de l'électronique. Donc,
Quelques exemples. Echo, c'est une entreprise française qui va développer des supports de carte à puce. Vous savez, sur votre carte bancaire, vous voyez une puce. En fait, ce que vous voyez, c'est un support de carte à puce. C'est ça qu'ils développent en France. Aledia qui développe des LED. Et Exotech, qui est d'ailleurs notre première licorne industrielle, qui eux développent des robots autonomes pour les entrepôts, principalement chez Amazon, vraiment des robots qui permettent de gérer tous les flux logistiques. Et les deux dernières catégories qui sont assez proches d'ailleurs, on a la partie énergie, dans laquelle on va trouver des projets sur l'énergie autour de du réseau, de la distribution, de la production d'énergie. Beaucoup de projets autour de l'électricité, donc par exemple Nucleo, qui eux développent des SMR, donc c'est des micro-réacteurs nucléaires pour décarboner notre industrie. On a beaucoup de projets autour de l'hydrogène, McPhy, Life par exemple. Et très lié à cette électrification et à ces procédés d'hydrogène, on a cette dernière catégorie autour de la mobilité et des transports, où là-dessus on va trouver beaucoup d'entreprises qui vont développer aussi des nouveaux procédés pour le ferroviaire, le routier, l'automobile, l'aéronautique, principalement pour une fois de plus réussir à décarboner, à continuer à se déplacer et à vivre aussi bien qu'aujourd'hui, voire mieux, d'une façon moins carbonée. Et donc là-dessus, on peut citer par exemple Verkor qui vont développer des batteries électriques pour l'automobile, Symbio qui vont développer des piles à combustible, une fois de plus pour plutôt décarboner l'industrie lourde, enfin la mobilité lourde, donc plutôt les camions, pardon. Explicit, ils développent les sièges d'avion les plus légers au monde. Donc là, c'est une façon différente de décarboner aussi nos émissions. L'objectif, c'est de décarboner les émissions de l'industrie aéronautique en réduisant le poids des avions, en attendant demain des dispositifs de biocarburants plus forts sur l'aviation. Donc voilà, ça vous donne un aperçu de ces entreprises. Je vous présenterai ensuite, on a lancé un observatoire qui vous permet de les suivre, de pouvoir vous-même vous balader dans ces différentes entreprises sur un observatoire dynamique. Mais ça vous donne un aperçu de ce qu'on trouve comme start-up à vocation industrielle. Dans le cadre de l'étude, on a essayé de mettre des chiffres sur les emplois, sur le chiffre d'affaires qui est rattaché à ces entreprises. On a identifié que ça représente au total à peu près 65 000 emplois, à peu près 5 milliards de chiffre d'affaires. Donc forcément, dès qu'elles commencent à être vraiment rentables et qu'elles font beaucoup de chiffre d'affaires, on les passe en PME, donc elles sortent de mon observatoire, donc c'est normal qu'on ait un chiffre d'affaires qui soit autour de 5 milliards, ce qui est déjà très bien. Ce que je veux surtout passer comme message avec cette slide, c'est l'intérêt de chasser en meute, de rester groupé et d'avoir une approche collective quand on parle de la population des startups industrielles. Il y a beaucoup de fédérations qui se développent, le collectif des startups industrielles, Start Industrie, Clean Tech Open France, Clean for France, plein de structures différentes, Evol Up. Il y a plein de structures qui visent à accompagner ces entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir une voix unifiée pour être finalement, quand on les met tous ensemble, on est quasiment aussi fort qu'un grand groupe industriel français. Donc on a une voix forte pour représenter l'industrie. Et on a surtout un vivier de milliers d'idées, de nouvelles idées pour l'industrie française. Alors ensuite, aujourd'hui, si vous suivez un peu les médias sur la partie des levées de fonds, sur la partie de la Startup Nation en ce moment, vous avez pu voir qu'il y a effectivement une baisse des levées de fonds. On communique beaucoup qu'il y a eu une bulle en 2022-2023 avec énormément de levées de fonds et que cette bulle commence à baisser et qu'il y a moins de levées de fonds ces dernières années. Quand on regarde de près les chiffres, on se rend compte que l'an dernier, il y a eu quand même 2,8 milliards de levées de fonds sur les startups industrielles. Ça reste plus de 3 fois plus que les levées de fonds qu'on avait avant le Covid sur les startups industrielles. Jamais avant 2019, les startups industrielles avaient levé plus d'1 milliard d'euros. Donc on est quand même sur une dynamique qui reste très à la hausse, même si elle est légèrement inférieure à ce qu'on a pu voir en 2022 et 2023. En fait, ce qu'on voit surtout, c'est les levées de fonds supérieures à 100 millions d'euros, où il y en avait eu par exemple 10 en 2024, il y en a eu seulement 5 en 2020, il y en a eu 10 en 2023, pardon, et il y en a eu seulement 5 en 2024. Et c'est ça qui fait le delta que vous voyez entre 4 milliards et 2,8 milliards. C'est principalement ces 5 levées à 200 millions d'euros qui auraient augmenté le chiffre. Il suffit que cette année, on ait une nouvelle levée d'un acteur industriel qui lève 500 millions d'euros sur l'industrie et les chiffres peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Donc, ce qui est plutôt intéressant, c'est de suivre ce nombre de levées. On voit qu'il y a une certaine stabilité. Il y a quand même un marché qui est beaucoup plus élevé sur cette thèse. Si vous regardez les chiffres, j'avais dit que je vous communiquerais quelques chiffres sur 2025. Donc quand on regarde la donnée à août, on est autour de 1,5 milliard de levée de fonds cette année
Sur les startups industrielles, on est autour d'une centaine de levées de fonds référencées. Donc, on est à peu près stable par rapport à l'année dernière. On sait que les 4 derniers mois de l'année sont des mois très dynamiques. Donc, on est assez confiant sur une stabilité par rapport aux années passées. Donc, on revient sur ce chiffre, autour de 3 milliards sur les levées de fonds industrielles. Ce qui est pour nous particulièrement, particulièrement intéressant de suivre, c'est cette donnée-là. C'est que quand on regarde ces fonds qui ont été levés dans l'industrie, donc c'est à peu près 3 milliards l'an passé, on voit qu'il y en a 60% qui sont pour financer des projets d'industrialisation, des entreprises qui ont passé le stade de la R&D. Et lorsqu'on regarde ces projets, quand elles décident d'investir dans des moyens de production en propre, ce qui est une majorité de ces projets industriels, on voit que 97% le font en France. Et quand elles décident de sous-traiter leur production, donc celles qui sont faiblesses, les 2/3 le font également en France. Donc on voit bien que ce dispositif, ce plan, sert bien à la réindustrialisation et va bien dans l'objectif qu'on a aujourd'hui de recréer une industrie sur nos territoires. Ce qui fait le parallèle avec ce qu'on va suivre maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est ces projets d'usines. Donc ces projets d'usines, pareil, on fait un suivi de tous ces projets d'inauguration d'usines sur le territoire et on prend en compte cette fois-ci les startups et les PME, d'où le nom de l'Observatoire des startups, PME et ETI industriels. Donc quand vous voyez, il y a une progression sur ces inaugurations. On voit qu'il y en a sur tout le territoire. On a un bassin d'inauguration assez fort dans le sud de la France, notamment autour de l'Auvergne-Rhône-Alpes. L'Auvergne-Rhône-Alpes qui est tiré par le bassin autour de Grenoble, avec le CEA qui pousse beaucoup de projets de start-up industrielles, beaucoup de projets autour de Lyon. Mais on trouve aussi beaucoup de projets en Nouvelle-Aquitaine, autour de Bordeaux, etc. Ce qu'on voit sur ces projets d'usines, donc il y a une certaine croissance. En 2024, finalement, on a dit à 115. On va réactualiser la donnée dans le cadre de l'étude 2025. En fait, on est au-dessus de 115 inaugurations. Donc, on est sur... ça fait 3 ans qu'il y a de plus en plus d'inaugurations d'usines. Si on regarde la donnée au premier semestre 2025, donc pareil, en avant-première, à date, on en a référencé 91 au premier semestre. Donc, c'est un semestre record en inauguration d'usines, dont 33 de start-up industrielles. Pareil, on n'a jamais eu un premier semestre avec aucun d'inauguration d'usines, sachant que les premiers semestres sont toujours plus faibles que les seconds. Jusqu'à maintenant, ce qu'on mesure, il y a souvent plus d'inaugurations en fin d'année. Donc, on est sur une dynamique qui est quand même très forte sur ces projets d'usines, qui est aussi liée à ces levées de fonds très fortes qu'on a vues les années passées. Donc, il faut rester prudent sur ces chiffres d'inauguration, parce qu'effectivement, si on veut continuer à en avoir de plus en plus, il faut quand même que ces entreprises puissent lever des capitaux pour monter ces usines. Donc, soyons prudents pour la dynamique à l'avenir. Dans le cas, si on regarde cette année, on est sur une très bonne tendance. Si vous regardez, il y a aussi d'autres études qui existent sur le suivi de ces projets d'usines. Il y a des études de la DGE, de Trendéo, de l'usine nouvelle pour suivre les inaugurations d'usines, qui vont faire aussi les soldes entre les ouvertures et les fermetures. Donc pareil, on pourrait nous reprocher côté BPI France de ne pas suivre les fermetures. Alors dans un premier temps, nos startups industrielles, il fallait déjà qu'elles ouvrent des usines avant de pouvoir en fermer. Et donc dorénavant, on commence à suivre cette partie des fermetures. Donc pareil, je fais du teasing pour l'étude 2025, mais donc on publiera nos données sur la partie fermeture. Mais on a commencé déjà à regarder les données pour 2024 et 2025. Je peux vous affirmer que le solde entre les ouvertures et les fermetures est positif. On ouvre plus d'usines qu'on en ferme au niveau des startups, PME et ETI industrielles. Dans notre étude, on n'intègre pas les grands groupes, qui a une dynamique légèrement différente. Mais donc on suit dans notre étude la dynamique de cette cible d'entreprise qu'on est capable d'accompagner côté BPI France. Quand on regarde ces inaugurations au niveau des startups, en fait, quand on dit l'année dernière qu'il y a eu 38 inaugurations, on a plusieurs typologies d'inaugurations qu'on prend en compte. On a principalement ce qu'on va appeler des usines à l'échelle. Donc une usine à l'échelle, vous avez au milieu de cette slide son portrait robot. C'est une usine qui, en moyenne, fait 4500 m², donc un peu plus que la moitié d'un stade de foot, qui génère à peu près 50 emplois, qui a un coût autour de 14 millions d'euros. Et c'est porté par des entreprises qui ont en moyenne 7 ans d'âge d'existence. Donc c'est des cycles longs. Une start-up industrielle qui va se lancer demain, elle ne va pas ouvrir une usine après-demain. Il va falloir un certain temps avant qu'elle puisse ouvrir une vraie usine à l'échelle. En fait, quand on parle d'usine à l'échelle, on parle d'usine qui va être capable d'adresser une certaine rentabilité, d'être capable de produire suffisamment en série pour produire des produits d'une façon rentable.
Ensuite, ce qu'on va prendre en compte aussi, c'est ce qu'on va appeler des lignes pilotes. Donc l'an dernier, on en avait 17. Donc c'est ce qu'on a ensuite, en gros, dans ces chiffres d'inauguration. C'est cette fois-ci des usines de plus petite taille qui visent à tester le process industriel, de tester comment industrialiser un produit. Et donc cette fois-ci, c'est des usines de plus petite taille, mais déjà avec des premières lignes de production, des emplois qui sont créés, mais qui visent à dérisquer l'industrialisation de ces produits industriels. Et ensuite, plus à la marge, on va suivre des projets d'extension d'usines, donc tout simplement des stratégies industrielles qui visent à... On ouvre un premier bâtiment et en fonction de notre croissance et notre chiffre d'affaires, on va ouvrir des annexes à ces entreprises. Si on regarde les secteurs d'activité qu'on a principalement vus ces dernières années sur ces inaugurations d'usines, on voit qu'il y a des projets autour de la microélectronique. Donc là-dessus, vous avez quelques exemples. Donc Eaton, qu'on a considéré comme une ligne pilote, qui est une ligne pilote d'usine pour développer des micro-batteries. À l'inverse, Dracula Technologies, vous voyez l'usine à côté, donc vous voyez que c'est une usine qui est déjà bien à l'échelle. Eux, c'est la plus grande usine au monde pour développer des mini-cellules photovoltaïques, notamment pour l'électronique. Ensuite, il y avait beaucoup de projets autour de l'hydrogène qui ont été inaugurés ces dernières années. Donc vous pouvez voir McPhy, HDF, Affaire Énergie. Pareil, je crois que c'est l'usine, je ne dirais pas de bêtises sur l'usine qu'on voit sur cet écran, mais c'est une des trois qui est pareil bien à l'échelle. On a vu beaucoup de projets, comme je citais tout à l'heure, sur l'alimentation durable. Donc Umiami, Algama, Innovafeed qui ont ouvert des usines. Donc Innovafeed, eux, c'est la fameuse extension qu'on a comptabilisée. Swap, qui est Umiami, c'est l'usine que vous voyez une fois de plus à l'écran. Donc c'est vraiment des gros projets impactants sur nos territoires. Et ce qu'on a vu aussi, potentiellement peut-être plus étonnant, mais beaucoup de retours à la consigne. Il y a plein d'usines qui se sont créées, de start-up industrielles qui développent ces produits de revenir à la consigne, que ce soit la bouteille en verre, l'emballage alimentaire, etc. Et donc avec toute une chaîne de production pour nettoyer ces emballages. Un peu à l'image des 3 photos que je vous ai montrées juste avant. Une slide qu'on aime bien, c'est celle-ci. Donc, c'est 38 projets d'inauguration. Vous pouvez les retrouver dans notre étude qu'on publie. C'est vraiment des projets concrets. Pour chacun de ces numéros, de ces lignes, vous avez vraiment un projet d'usine sur le territoire. Et c'est ça qui est particulièrement plaisant à suivre dans le cadre de mon métier, c'est de voir ces projets concrets et très motivants de projets industriels qui se créent. Donc on fait le même exercice sur les PME. Sur la partie des PME, donc l'an dernier on en a référencé 77. Pareil, on a les projets d'usine à l'échelle, donc c'est principalement ce qu'on va voir dans les inaugurations de PME. Ces projets d'usine sont plus importants que les projets des startups industrielles. Forcément, c'est des entreprises qui ont déjà des moyens, qui sont déjà une certaine rentabilité, qui peuvent ouvrir des usines un peu plus grandes. Ce qu'on voit, c'est que c'est des investissements autour de 22 millions d'euros. C'est une surface de foncier de plus de 8 mètres carrés. Donc cette fois-ci, ça y est, on est sur la taille d'un stade de foot, pour vous donner des ordres de grandeur. Ça génère en moyenne 67 emplois. Et c'est des PME qui ouvrent ces usines. En moyenne, elles ont 30 ans d'âge d'existence. Ensuite, on a des extensions et des nouvelles lignes au sein de ces usines aussi qu'on va suivre. Donc, un peu comme pour la partie start-up, on suit tous ces projets qui amènent à réaliser une inauguration qui sont suffisamment importantes pour que ces entreprises réalisent une inauguration, invitent la presse, invitent différents acteurs pour célébrer ces projets d'usine. Donc c'est ça qu'on suit aujourd'hui dans cet observatoire. La thématique de ces projets qu'on va suivre sur la partie des inaugurations d'usines de PME, on a beaucoup de projets autour de la robotisation. On peut citer l'exemple de la dernière de l'usine de MGA MedTech. Ils ont développé une usine totalement automatisée. Donc on est totalement sur ces sujets d'industrie 4.0. Ils ont d'ailleurs été labellisés usine vitrine du futur ces derniers mois. Donc là-dessus, c'est une usine où vous avez des process automatisés, des robots qui vont gérer les différents flux, qui permet d'être très compétitif sur notre industrie. On a aussi beaucoup de projets d'ouverture d'usine qui est lié à un projet de décarbonation. On peut citer l'entreprise Mitilimer, qui est une entreprise dans l'agro-industrie. C'est un agroalimentaire dans les moules, très concret, des moules de coquillage. Et eux, leur usine visait à être en circuit fermé, à gérer davantage la réduction des consommations d'eau, de travailler leur efficacité énergétique, travailler tous les process autour des déchets. Donc on est vraiment sur une nouvelle usine
pour être capable de se décarboner et d'atteindre une neutralité carbone. Et on a aussi des projets tout simplement autour de la diversification. Donc un industriel qui va développer une nouvelle gamme de produits. Donc là, par exemple, l'exemple à l'écran, c'est Spurgear, qui eux vont développer eux, ce qu'ils développent, c'est des murs en béton préfabriqués. Et donc là, ils développent une nouvelle gamme de murs en béton préfabriqués à partir de béton de bois. Donc une fois de plus, on développe une nouvelle gamme. Pareil que pour les startups, tous ces projets, ils existent, ils sont concrets, c'est des nouvelles usines sur le territoire. J'arrive bientôt sur la fin de la présentation et ensuite on pourra ensemble échanger pour répondre à vos différentes questions. Mais un point qui est aussi, qu'on souhaitait vous partager, c'est l'accompagnement et comment on est capable d'accompagner ces projets-là. Pour montrer aussi à quel point côté BPI France, on y croit à cette thèse. L'an dernier, sur ces projets de financement de l'innovation, on a mis 3,7 milliards d'euros avec les dispositifs de France 2030 sur cette thématique. Dans ces 3,7 milliards, il y a 927 millions de financement structurel. Donc ça, c'est un peu notre jargon, mais c'est-à-dire c'est des aides, des bourses, des aides au développement, des prêts. C'est tout ce qui va être les aides réseau qu'on opère pour les entreprises. Les 2,7 milliards restants, c'est dans le cadre de France 2030. C'est des grands appels à projets qui visent à financer des projets de nouvelles usines. Et on a investi 366 millions d'euros dans des nouvelles startups industrielles ces dernières années. Concrètement, si on résume les dispositifs donc je ne vais pas vous faire une présentation de tous les dispositifs qui existent pour accompagner l'industrie, mais ce que vous pouvez savoir, c'est ce que je souhaiterais vous partager, c'est quelle est la typologie de dispositifs qu'on peut avoir. Donc pour monter ces usines, concrètement, les entrepreneurs, ils ont besoin de foncier, de machines, de matières, de talents, de R&D. Pour ça, il faut des CAPEX, des OPEX, du BFR. Et donc, pour ça, il nous faut des fonds propres, de la dette, des aides et d'aller chercher des clients. Et concrètement, c'est tous ces dispositifs-là qu'on va vous proposer. Une slide où je ne rentrerai pas dans le détail, mais qui vous donne un aperçu. Et si je veux que vous partiez avec deux informations, c'est de lire cette slide sur l'axe horizontal. C'est de l'idée jusqu'à l'industrialisation, il existe un dispositif pour vous accompagner. Et sur l'axe vertical, c'est que ces dispositifs, ils sont multiples. Il y a des projets, il y a des dispositifs d'aide. Les aides, ça va être des subventions et des avances remboursables. Il y a des dispositifs de prêts sans garantie, c'est-à-dire c'est des prêts qui vous permettent de financer votre projet sans forcément avoir une garantie en votre nom propre. Si jamais le projet se passe mal, vous n'aurez pas personnellement à rembourser le prêt. Il y a des dispositifs de fonds propres, donc cette fois-ci en échange d'actions, on investit dans vos entreprises. Moins connu, il y a des dispositifs de fonds qui visent à investir dans l'écosystème pour que différents fonds investissent à nos côtés sur cette thématique. Et bien évidemment, il y a aussi des dispositifs d'accompagnement qui, là, avec de l'accompagnement humain, visent à accompagner sur toute thématique ces projets industriels. Dernière slide pour aujourd'hui. Ce que je vous disais tout à l'heure, la nouveauté, on a lancé en partenariat avec Dealroom un observatoire. Donc vous pouvez scanner le QR code à l'écran. Cet observatoire, il vous permet de retrouver toutes ces entreprises, donc les 3200 startups à vocation industrielle, et donc de les voir, de les parcourir. Et sur ces entreprises, donc, vous pouvez accéder à la liste, vous pouvez accéder aux données sur les levées de fonds de ces entreprises, vous pouvez accéder aux investisseurs qui ont investi dans ces entreprises, vous pouvez voir parmi ces entreprises celles qui ont réussi à faire des exits, qui ont réussi à être rachetées. Vous pouvez voir tout un tas d'informations, notamment aussi sur le chiffre d'affaires de ces entreprises, les emplois. Donc nous, ce qu'on fournit à Dealroom, c'est cette liste des entreprises qui sont à vocation industrielle. Et ensuite, on se base sur la donnée de Dealroom, sur les levées de fonds, les emplois, pour l'afficher. En parallèle, nous, quand on réalise notre étude, côté BPI France, on va avoir quelques données complémentaires. Donc on vous donnera rendez-vous en début d'année prochaine pour suivre l'étude 2025. Mais vous pouvez d'ores et déjà voir les tendances qui se dégagent en 2025 en scannant ce QR code. Maintenant, il nous reste 10 minutes pour répondre à toutes vos questions. On a un micro pour ceux qui sont en physique. Malheureusement, je crois qu'à distance, on ne peut pas avoir vos questions, mais je vous remercie d'avoir été là. Donc, est-ce qu'en salle, il y a des questions? Aucune question? Oui.
Bonjour, donc c'est juste pour avoir un peu plus d'infos sur votre slide sur les PME, PMI, ETE, toutes comment dire, les nouvelles usines qui ont été faites et dans quel cadre ils ont été financés. Est-ce que c'est entendu? Donc sur la partie des PME ETI, donc, la plupart les différents dispositifs qu'on a, donc sur la partie, je peux même revenir dessus, donc sur le cadre de financement de ces projets, dans le plan Startup et PME industrielle, en fait, c'est les 4 dispositifs que vous voyez principalement en couleur sur cette slide. Donc l'appel à projet première usine, qui est un appel à projet qui permet de financer des projets d'usine à partir de 5 millions d'euros. Le prêt Nouvelle Industrie, c'est un prêt entre 3 et 15 millions d'euros. Comme son nom l'indique, c'est un prêt sans garantie pour financer ces projets d'usine, qui a un avantage, c'est qu'il y a un différé de 3 ans pour financer ces projets, un différé de 3 ans avant de rembourser le prêt, ce qui permet que l'usine tourne avant de le rembourser. Il y a le fonds Société de projet industriel, le fonds SPI, qui est un fonds doté d'1 milliard d'euros pour financer la thèse de l'industrie. Et il y a un FNVI qui a un fonds de fonds. Concrètement, ces dispositifs-là, ils vont financer aussi bien des projets de start-up que de PME. Industrielles. Donc, c'est les mêmes dispositifs qu'on a, que ce soit pour les startups et les PME. Ce qu'on va avoir en plus pour une PME industrielle qui a une certaine rentabilité, c'est tous nos produits de financement du COFI, qui sont les produits, j'ai envie de dire, historiques de BPI France, de la banque, qui sont comme une autre banque où vous pourrez aller auprès de la BNP, de la Société Générale, du LCL. BPI France propose des dispositifs bancaires aux entreprises. Ce qu'on a en plus et qu'on présente là dans les dispositifs d'innovation, c'est des projets qui ont une structure spécifique qui permet de financer du risque et de financer des projets de start-up ou de PME qui pourraient échouer parce qu'il y a une innovation qui est forte au niveau du... Et donc, il faut qu'ils trouvent leurs clients. Et donc, ces dispositifs permettent de dérisquer et d'accompagner des industriels à prendre des risques avec des dispositifs qui sont moins risqués pour eux. Les projets d'usine que vous avez vus à l'écran, certains sont des projets d'usine qui ont eu ces dispositifs d'innovation. D'autres sont des dispositifs qui ont eu des dispositifs plus classiques. Et certains de ces projets d'usine n'ont tout simplement pas été financés par BPI France non plus. Et pour en dire un peu plus sur la stratégie France 2030, France 2030, c'est lancé en 2022 par l'État, en 2021 même par l'État. C'est un plan de 54 milliards d'euros avec des thématiques qui ont été dressées pour investir dans l'industrie. Donc là, c'est vraiment investir dans les nouvelles technologies, que ce soit sur le spatial, la décarbonation de la mobilité, la construction durable, des grandes thématiques qui ont été fixées par l'État français. Et donc BPI France, c'est l'un des opérateurs de France 2030. À nos côtés, il y a aussi l'ADEME, par exemple, qui va opérer une partie des fonds. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci d'abord, parce que c'est très, très intéressant. J'avoue que c'est dense et qu'on n'a pas pu retenir tout, même en prenant quelques notes. Est-ce qu'il est possible d'avoir le support, de le recevoir, si on a donc participé à cet atelier? Il va être tout à fait possible d'avoir le support. Et même, vous pouvez avoir un support encore plus complet. Je l'avais mis sur la première slide. En scannant le QR code qui est ici, vous avez l'étude complète. Donc là, c'était un aperçu de l'étude. L'étude est bien plus fournie et vous avez toutes les données que vous pourrez retrouver dessus. Et le QR code Dealroom, il vous suffit de taper radar de l'innovation. Et donc moi, je vous ai parlé de l'observatoire industrie. Mais en fait, d'ailleurs, vous avez un observatoire dorénavant Green Tech, Deep Tech et Tech for Business. En fait, il y a 4 observatoires qui ont été lancés dans une plateforme qui s'appelle le radar de l'innovation. Et comme ça, vous pouvez suivre tous ces écosystèmes qu'on suit. En fait, notre objectif, c'était de jouer la transparence et de rendre public, comme on le fait sur ces projets d'usine, de rendre public ces listes d'entreprises. Et donc, vous pouvez retrouver toutes ces entreprises directement. Radar de l'innovation. Et ensuite, vous pouvez choisir l'observatoire qui vous intéresse. Bonjour, vous m'entendez? C'est bon, ok. Je viens de l'ambassade de la Lituanie et j'ai une question. Est-ce qu'il y a un aspect international sur votre investissements de start-up industriel?
Merci pour cette question. Effectivement, je n'ai pas beaucoup parlé des aides à l'export. C'est aussi toute une branche des métiers de BPI France, c'est d'accompagner ces entreprises à aller à l'export. Alors, il y a le dispositif majeur qu'on a sur l'industrie, c'est ce qu'on va appeler la garantie projet stratégique. C'est un dispositif qui vise à garantir des projets d'usine à l'export. Donc, c'est l'État français qui garantit un projet de nouvelle implantation industrielle à l'export. Donc ça, c'est pour ouvrir des usines à l'étranger. Cette garantie peut aussi permettre de créer quelques projets en France. Et ensuite, c'est plutôt dans la partie conseil, on va avoir un certain nombre de dispositifs qui visent à accompagner les entrepreneurs à exporter et à vendre à l'étranger. Donc ça va être plutôt les dispositifs d'accompagnement, de mission de conseil qu'on peut réaliser d'aide à l'export. Il y a tout un métier export. Et ensuite, on va s'appuyer aussi sur les French Tech, qui est l'un des réseaux pour les startups pour aller à l'export. Et pour les PME ETI, c'est vraiment... il y a une branche métier, une filière dédiée pour accompagner les entreprises à aller à l'export. Alors, c'est moins mon métier spécifique, donc je n'ai pas les détails spécifiques de ces offres. Ensuite, vraiment, l'enjeu de cette présentation, c'était de vous donner un aperçu. Et c'est assez bien fait. Dès que vous savez qu'un dispositif existe, il existe une page ensuite sur Internet pour trouver les détails. Si vous faites BPI France Export, vous retrouverez toutes les aides qui existent pour accompagner les entreprises industrielles à l'export. Merci. Il reste 3 minutes pour des questions. Et ben, je vous remercie. Ah, si, une petite dernière question. Est-ce qu'en plus de juste être un observatoire, vous avez aussi une capacité de recommandation? Par exemple, là, il y a une usine qui va fermer de recyclage il y a une usine de recyclage qui va fermer parce que du coup la filière est pas assez financée. Est-ce que vous êtes en mesure de faire des recommandations auprès de l'État avec le constat que vous faites pour justement influencer la stratégie dans le futur? Je sais pas si c'était très clair. Disons que les recommandations ou la partie d'influence, entre guillemets, j'ai envie de dire, notre directeur général, pour le coup, porte cet étendard de l'industrie française. Donc il est, je pense, assez souvent dans les médias pour essayer de pousser la direction dans laquelle BPI France souhaite aller. Alors ensuite, nos différentes branches métiers sont au contact des différents services de l'État. Et donc on essaye d'encourager au maximum les différents dispositifs et les différentes instances de l'État à aller dans cette direction, d'accompagner l'industrie, de soutenir tous ces projets d'usine, d'évangéliser aussi que c'est des cycles longs et que ces projets d'usine vont avoir besoin de temps pour pouvoir sortir leurs produits, pour pouvoir sortir du chiffre d'affaires. Et donc, au quotidien, il y a un enjeu d'essayer d'évangéliser sur cette thématique. L'Observatoire est un de nos outils pour ça, de montrer qu'est-ce qui se passe, cette thématique, ces tendances. On avait besoin d'avoir des yeux, d'être capable de suivre cet écosystème pour voir comment il évolue et aussi nous-mêmes s'adapter et transformer nos dispositifs par rapport à là où il y a des trous dans la raquette. Donc on développe actuellement des nouveaux dispositifs pour davantage aussi accompagner ces startups industrielles. J'espère que ça répond à vos questions. Eh ben, on est pile dans les temps. Si vous avez d'autres questions, je suis là sur le côté pour y répondre. Merci beaucoup.